Bonjour à tous et bienvenue sur ce webtalk Infravenir, proposé par l'association qui regroupe les jeunes professionnels du secteur de l'infrastructure. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec vous le thème de la résilience des actifs infrastructures au changement climatique. Un thème qui est amené à prendre beaucoup d'importance dans nos métiers, qu'on travaille sur le développement de nouveaux projets ou le suivi d'actifs en exploitation. On espère vraiment que c'est un sujet qui intéressera le plus grand nombre. En tout cas, nous, on est absolument ravis d'avoir avec nous Florian Gallo. Bonjour Florian. Bonjour Magali, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Florian, vous êtes consultant chez Carbone 4, donc un cabinet de conseil spécialisé dans la transition bas carbone et les stratégies d'adaptation au changement climatique. Vous avez publié et puis vous travaillez quotidiennement sur les sujets d'évaluation des risques climatiques et les solutions d'adaptation au changement climatique. Donc merci beaucoup de vous prêter au jeu et puis d'avoir été aussi réceptif à notre demande. C'est un plaisir. Euh, Merci encore Florian. Et puis en plus, vous nous faites un plaisir supplémentaire, c'est que vous allez beaucoup illustrer vos propos avec des exemples concrets. Et puis on essaiera tout au long de cette vidéo d'insérer quelques illustrations ou quelques images pour vraiment que vous puissiez rentrer dans les sujets le plus facilement possible et puis que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce web talk. Voilà. La manière dont on va structurer cet échange, c'est le challenge, le challenge est présent. C'est un sujet assez complexe et on a un temps limité, mais on va essayer de balayer trois grands thèmes. Le premier, c'est les enjeux du changement climatique, pour les actifs infrastructures précisément. Ensuite, on reviendra sur les outils d'analyse et la manière dont on évalue les risques et les aléas naturels. Et enfin, on décryptera quelques stratégies d'adaptation euh, justement au changement climatique. Alors, peut-être en préambule et pour commencer, Florian, vous travaillez pour le cabinet Carbone 4 et on va parler impact du changement climatique. Donc, je ne peux pas ne pas vous demander de revenir brièvement sur les impacts attendus du changement climatique et peut-être à l'échelle de notre vie et à l'échelle européenne euh, pour, euh, pour, pour essayer de préciser un petit peu le sujet, de centrer le sujet. Je vous laisse la parole. Merci Magali. Oui, c'est vrai que c'est en préambule, il faut être conscient de ce qui va se passer, en tout cas de ce à quoi on peut s'attendre. On a parfois tendance à se dire que sous nos latitudes, notamment au niveau européen, on est plus ou moins à l'abri de ce qui va se passer. C'est forcément pas le cas, hein. Il est clair que les aléas climatiques sont à l'heure actuelle, pour la plupart, plus importants dans les zones tropicales, par exemple, que sous nos latitudes. Ça continuera très certainement d'être le cas, mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement à l'abri euh, de ce qui va arriver, sachant que, sans vouloir être catastrophiste, hein, euh, le changement climatique est déjà là, les impacts du changement climatique commencent déjà à se faire sentir et vont continuer à se faire sentir au moins sur les prochaines décennies. Il faut bien se rendre compte que le changement climatique des 15 à 20 prochaines années est déjà embarqué. Il dépend de ce qu'on a, des gaz à effet de serre qu'on a émis au cours des 20 dernières années jusqu'à présent. Donc, quels que soient les efforts qu'on fait, sur les 15-20 prochaines années, le jeu est déjà fait. Et donc, la question se pose vraiment pour ce qui vient après. Quand on essaye de regarder un petit peu ce qui va se passer, je prends l'exemple de la France à l'horizon du milieu du 21e siècle, c'est-à-dire à l'horizon où des gens qui ont à peu près mon âge commenceront à approcher de la retraite, espérons-le. On a des impacts qui sont véritablement majeurs, évidemment des hausses de température, hein. On parle de plus d'un mois de vagues de chaleur par an, hein. Des températures estivales qui sont 3, 4, voire 5 degrés plus élevées que ce qu'on a connu au cours des 20 dernières années, des besoins de climatisation qui doublent ou triplent sur le territoire, et donc des dépenses de climatisation qui vont exploser pour certaines entreprises, certaines industries et certaines infrastructures, des impacts sur les rendements agricoles, des impacts sur les feux de forêt, avec près de la moitié des forêts métropolitaines françaises qui vont être soumises à un risque élevé, et un impact majeur sur les ressources en eau des nappes souterraines, avec une diminution de 20 à 30% minimum du niveau de ressources en eau des nappes souterraines. Donc,
même en France, des impacts effectivement majeurs auxquels il faut se préparer, et encore une fois, quels que soient les efforts que l'on va mettre en place au cours des prochaines années. Merci Florian. Et pour s'y préparer, justement, il faut parler de résilience. Donc, est-ce que vous pourriez nous aider à définir ce que c'est la résilience appliquée aux infrastructures? Et puis, si vous le voulez bien, je vous laisserai peut-être nous donner quelques exemples d'infrastructures, de projets infrastructures qui parleront à tous. Donc, peut-être un barrage, un aéroport, un réseau de chaleur, en nous expliquant de quels aléas naturels on parle et de peut-être revenir sur la criticité de ces aléas à l'échelle du projet aussi. Tout à fait. Alors, je reprends là la définition qui vient du GIEC. Pour le GIEC, la résilience, et qui est une définition couramment admise, c'est la capacité d'un système et de ses composants, bien sûr, à anticiper, à absorber, à supporter et à se remettre des effets d'un événement, dans notre cas climatique, impactant, et ce dans un temps le plus court possible et de la manière la plus efficace possible. C'est vraiment l'idée de résilience. Donc, en ce qui concerne la résilience au changement climatique, c'est évidemment l'adaptation soit d'infrastructures existantes, futurs projets d'infrastructures, à un climat qui va changer sur le lieu d'implantation de l'infrastructure. Alors, parmi les impacts et les aléas facilement identifiables, on se rend par exemple compte que les réseaux de chaleur, on a des impacts évidemment physiques sur les réseaux de chaleur, mais que l'impact le plus important, c'est peut-être simplement la baisse de la demande en chauffage liée à la hausse des températures. Donc, on va avoir des impacts sur l'activité, sur les revenus, sur le business model d'une infrastructure, mais également des impacts structurels sur les infrastructures. Si on pense à un réseau routier, par exemple, des vagues de chaleur qui vont pouvoir causer des dilatations, des fissurations du béton, par exemple. C'est ce qu'on a vu l'an passé en Belgique avec une section d'autoroute qui a dû être coupée pendant plusieurs jours parce qu'on a eu une fracturation de la chaussée. En ce qui concerne les aéroports, c'est effectivement le même type de problématiques, des problématiques sur les bétons, des problématiques d'inondation et potentiellement de pistes d'atterrissage ou de décollage qui ne sont plus utilisables pendant plusieurs jours. Éventuellement des problématiques aussi en termes de lien entre le vent et les températures en ce qui concerne les phases de décollage et d'atterrissage. Donc encore une fois, des problématiques qui sont potentiellement dangereuses pour l'activité. Et si on prend le dernier exemple que vous avez cité sur le barrage, encore une fois, des impacts structuraux sur les bétons, sur la corrosion potentielle des réseaux, des canalisations, mais aussi un impact très fort sur la disponibilité de la ressource en eau pour le fonctionnement même du barrage. Merci Florian pour ce tour d'horizon. Vous avez cité beaucoup de risques ou de conséquences. Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences en série comme on a pu le voir pour la pandémie, avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui causent des longs arrêts de construction ou des mises en stand-by d'une exploitation? Est-ce qu'il faut penser à cette même échelle quand on parle du changement climatique? Oui, c'est relativement similaire. Il faut bien se rendre compte que le changement climatique va impacter potentiellement tous les nœuds de la chaîne de valeur, que ce soit d'une entreprise ou que ce soit du fonctionnement d'une infra. Hein. Je raisonne à échelle très large pour l'instant. Donc tous les nœuds de la chaîne de valeur, que ce soit l'amont avec l'approvisionnement, par exemple pour une infrastructure, l'approvisionnement en matériaux de construction, l'approvisionnement en ressources naturelles, on parlait d'eau pour un barrage, l'approvisionnement en énergie aussi, hein, avec potentiellement des centrales électriques qui peuvent être mises à l'arrêt en cas de trop forte chaleur, des problématiques sur la distribution, sur l'aval, donc en ce qui concerne une infrastructure, sur le fonctionnement. Donc c'était le cas de notre réseau de chaleur où on va avoir un impact sur l'aval de l'activité, et évidemment des problématiques majeures sur le fonctionnement même de l'infrastructure, donc le cœur de la chaîne de valeur. Alors peut-être que quand on compare ça au Covid, à la situation qu'on voit actuellement, je ne dis pas que c'est plus ou moins grave, je vais pas commencer à faire des hiérarchisations de risques. C'est vrai que le Covid, on a une situation où l'économie entière du monde s'est mise à l'arrêt, mais c'est vrai qu'on a vu dès le départ que l'arrêt des activités en Chine a impacté les chaînes de valeur absolument partout dans le monde. C'est clairement ce genre d'impact auquel il faut s'attendre. C'est ce qu'on a vu par exemple, un exemple marquant, si vous vous souvenez, en 2011, il y a eu des inondations catastrophiques en Thaïlande. Outre des impacts locaux extrêmement forts, des impacts sur l'industrie automobile, des impacts sur l'industrie électronique, ce qu'on a vu aussi, c'est dans le monde entier, 6 mois plus tard environ, un doublement du prix des disques durs, parce que la plupart des composants étaient fabriqués en Thaïlande. Donc il est clair que, vu les dépendances mondiales des chaînes de valeur,
des impacts climatiques locaux peuvent avoir des conséquences mondiales. Et au-delà de ça, on peut également avoir ce qu'on appelle des événements combinés, on va dire, où on a une sécheresse à un endroit et des précipitations à un autre endroit. Donc des aléas climatiques complètement différents dans des contextes complètement différents, mais qui impactent la même chaîne de valeur. Donc on peut effectivement avoir le même type de problématique sur les chaînes de valeur que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Oui. Oui, et puis on a du coup une bien meilleure conscience de ce qui nous attend suite aux récents événements. Vous avez beaucoup parlé effectivement du risque qu'il y a, du risque auquel est exposée l'infrastructure quand on parle du service rendu aux usagers, de la fonctionnalité, qui est vraiment la première chose altérée quand on parle du risque climatique, ou du moins la première chose qui nous vient à l'esprit, parce que les infrastructures rendent un service essentiel aux sociétés et puis au territoire. Est-ce que, au-delà vraiment de cet aspect fonctionnalité, perte de service, est-ce qu'il y a d'autres risques qu'il faut prendre en compte, ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'il faut craindre qui sont liées aux infrastructures mais qui ne nous viennent pas aussi naturellement à l'esprit? Oui, non, mais tout à fait. L'infrastructure, elle a une utilité pour son environnement, on va dire. Donc, on a forcément des impacts. Je me mets à la place d'un gestionnaire d'infrastructure, hein, des impacts qui vont directement me toucher en tant que gestionnaire d'infrastructure, que ce soit en termes de perte de revenus liés à une interruption de service ou de coûts d'exploitation, de coûts de maintenance, de coûts d'assurance qui augmentent suite à des dégâts structurels sur mon infrastructure. Mais l'environnement de l'infrastructure va évidemment être impacté, que ce soit en termes de sécurité des personnes, par exemple, donc plus ou moins lié au service. Je prenais tout à l'heure l'exemple du fonctionnement d'un aéroport. Hein. Les changements de conditions climatiques peuvent clairement impacter les phases de décollage et d'atterrissage. Donc là, on a clairement un exemple sur la sécurité des personnes. L'utilité même d'un réseau routier, c'est de permettre aux gens de se transporter. Donc si on a un réseau routier qui doit être mis en stand-by, qui doit être interrompu près d'un hôpital, près de services communs essentiels à la population, on a un impact qui va bien au-delà de l'infra et qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les populations. Évidemment, des conséquences aussi importantes qui peuvent avoir lieu sur l'environnement au sens large, l'environnement naturel qui est autour des infrastructures. Si on a des capacités de drainage des eaux usées qui deviennent limitées, on va dire, au vu de l'évolution des précipitations, et qu'on a des débordements d'eau usée, d'eau polluée ou de choses comme ça peut également impacter de manière durable l'environnement naturel autour de l'infrastructure. Donc, au-delà de l'infra, il y a effectivement tout le contexte dans lequel l'infrastructure fonctionne en temps normal qui peut être impacté. Oui. Ok, les enjeux sont bien saisis. Peut-être maintenant, je vous propose de passer à notre section dédiée à l'évaluation des risques et aux outils d'analyse. Donc justement, vous êtes spécialiste sur cette thématique. Comment on fait? Comment on évalue? Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Et puis peut-être à quel moment il faut se saisir du sujet et de ces outils dans la vie d'un projet? Oui, il y a énormément d'outils qui existent. Hein. Il y a certains articles qui paraissent, il y a de plus en plus d'articles d'ailleurs qui paraissent sur cette espèce de course à l'armement en termes d'outils de diagnostic climat. Et il devient compliqué de ne pas trouver de consultants qui ne soient pas vendeurs d'un outil pareil. Donc mon but ici n'est pas de juger les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut bien comprendre en revanche, c'est le type d'analyse qu'on va faire en fonction de ses besoins, j'ai envie de dire. Un gestionnaire d'infrastructure qui aura une connaissance extrêmement poussée et détaillée de son infrastructure ne va pas aura une information qui sera certainement beaucoup plus détaillée qu'un investisseur financier qui investit dans un portefeuille d'infrastructures extrêmement diversifié dans le monde et qui n'aura pas d'informations techniques détaillées sur chacune de ces infrastructures. Et il faut bien se rendre compte que le niveau de détail, le niveau de précision de l'analyse climatique, de l'analyse des risques climatiques, va clairement dépendre du niveau de détail de la donnée descriptive de l'infrastructure. Je fais une petite digression, on aurait pu commencer par là d'ailleurs. Quand on parle de risque climatique, on parle vraiment de deux choses. On parle d'un côté de ce qu'on appelle l'aléa climatique, qui est donc lié à l'environnement, la façon dont le climat va changer, et ce qu'on appelle la vulnérabilité climatique, qui elle est liée à l'objet auquel on s'intéresse, dans notre cas à l'infrastructure. Et donc pour bien définir cette vulnérabilité
au changement climatique de l'infrastructure, il faut avoir des informations précises sur cette infrastructure. Et donc, on va pouvoir avoir, en fonction de cette information, un spectre d'outils, un spectre de types d'analyse assez variés qui vont aller d'un screening global des risques qui ne sera basé, on va dire, que sur le grand type d'infrastructure et la localisation dans le monde, à des choses qui sont beaucoup plus détaillées, où on va véritablement aller dans le détail, définir des seuils spécifiques. Exemple, voilà, pour étudier la résilience d'un barrage à l'évolution de la ressource en eau, il va vraiment falloir aller dans le détail de la localisation de différentes turbines, des débits historiques, des liens entre les débits historiques et les productions. Et donc, il va vraiment falloir rentrer dans la machinerie pour avoir une information très précise. Ça va être le cas pour un gestionnaire d'infra, alors qu'on aura des screenings peut-être plus globaux, qui peuvent d'ailleurs servir de pré-analyse, j'ai envie de dire. On peut faire un screening relativement global, identifier les points les plus à risque et ensuite faire une sorte d'analyse plus poussée sur ces points. Mais il faut clairement comprendre qu'on ne peut pas avoir d'analyse de risque extrêmement détaillée si on ne connaît pas du tout son infrastructure et si on n'a aucune information sur son infrastructure. Ok, donc vous nous rassurez sur le fait qu'il y a des outils à disposition et qu'on est capable d'identifier ces risques. Une question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on est capable de le faire sur des horizons de temps qui sont cohérents avec la durée de vie d'une concession ou alors la durée de vie même d'un ouvrage? Si on parle d'un barrage, ça va bien au-delà de 30 ans et on parle de plusieurs décennies. Donc, est-ce qu'il pourrait envisager des infrastructures finalement plus transitoires et est-ce que finalement ce n'est plus qu'un mythe qu'une infrastructure soit alignée sur un horizon de long terme? Je vous laisse nous rassurer ou non sur ce point. Alors, je vais dire quelque chose qui est potentiellement contre-intuitif, mais on est plus facilement capable alors je ne vais pas dire de prédire, mais d'imaginer, de modéliser, de simuler ce qui va se passer dans 30, 50 ou 80 ans que de prévoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Quand on parle du changement climatique, on parle vraiment de tendance de fond. On parle de l'évolution des températures depuis l'ère pré-industrielle, depuis on va dire la fin du 19e, le début du 20e siècle. Et les modèles sont généralement capables de simuler ce qui va se passer selon certains scénarios jusqu'à la fin du 21e siècle, parfois au-delà pour certains aléas. Quand on parle effectivement de climat, donc on raisonne sur des périodes relativement longues, et on doit raisonner sur des périodes relativement longues parce que ce qu'on étudie encore une fois, c'est cette tendance. Se surimpose à cette tendance des variations annuelles, voire multi-annuelles, qui sont liées notamment à des modifications de la circulation océanique. Si certains d'entre vous ont peut-être entendu parler des effets d'El Niño, de l'oscillation El Niño, ou des choses comme ça, qui vont modifier, qui vont superposer à cette tendance de fond du changement climatique des oscillations de quelques années à, on va dire, 5-6 ans en ce qui concerne El Niño. Donc, on est obligé d'étirer la période d'observation sur au moins une vingtaine d'années. L'Organisation mondiale de la météorologie recommande même 30 ans. Et donc, de faire des statistiques sur cette période de 20 à 30 ans. Ce que ça veut dire, c'est que quand je parle du climat en 2050, en réalité, ce qui est sous-entendu, c'est que je parle de la moyenne du climat entre 2040 et 2060, à minima. Et la chance qu'on a, on va dire, avec les infrastructures, c'est que pour une fois, on a un objet qui est planifié pour durer dans le temps et qui donc, pour une fois, est compatible avec les durées d'observation classiques qu'on utilise en climatologie. Quand on réfléchit aux impacts climatiques sur une entreprise, par exemple, on est souvent contraint par la dimension court ou moyen terme de la réflexion de la direction d'une entreprise qui réfléchit souvent à l'échelle de son plan quinquennal des 5 prochaines années. Or, sur les 5 prochaines années, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut avoir une idée de la tendance, certes, mais est-ce qu'on va être dans une phase d'oscillation positive ou négative par rapport à cette tendance? C'est très compliqué à le dire. La science avance, mais à l'heure actuelle, c'est quasi impossible à dire, sauf cas extrêmement particuliers. Donc en fait, on a beaucoup plus de certitude sur ce qui se passe dans 30 ans que sur ce qui se passe dans 5 ans. C'est en ça qu'en termes d'infrastructure, on arrive quand même à avoir une vision relativement claire. Il y a beaucoup d'incertitudes, certes, mais il y a encore une fois moins d'incertitudes à 2040 que ce qu'il y a à 2025. Donc l'idée de réduire la durée de vie des infrastructures, alors elle peut paraître évidente en se disant, effectivement, une infrastructure qui dure 5 ans, elle aura un climat qui sera statistiquement relativement proche de celui qu'on a actuellement, mais il y a toujours ces problèmes d'oscillation. Et rien ne garantit qu'une infrastructure qui va durer 5 ou 10 ans sera extrêmement résiliente au climat, encore une fois, en fonction de ces oscillations. Donc
c'est pas forcément des infrastructures plus transitoires qu'il faut envisager, mais c'est une réflexion plus poussée à l'origine de l'infrastructure, hein. Quand vous me demandiez quand est-ce que ça doit être fait dans le meilleur des cas à la conception de l'infrastructure, hein. Ce qu'il faut être capable d'améliorer, on va dire, dans l'infrastructure, c'est sa flexibilité à des conditions climatiques changeantes, de façon à pouvoir, encore une fois, quand c'est possible, hein, s'adapter d'une part au changement climatique et s'adapter aussi à l'incertitude qui découle de ces projections climatiques. Mais il y a une question de flexibilité et il y a une question de planification à plus long terme qui entre en ligne de compte en ce qui concerne l'adaptation des infrastructures au changement climatique à des horizons on va dire, de 20 à 80 ans. Oui, et je pense que c'est une précision très, très importante, effectivement, assez contre-intuitive. Donc, l'horizon est assez dégagé finalement pour le secteur des infrastructures. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Et puis, je pense que ça rassurera bon nombre des acteurs de ce secteur. Donc, on est capable d'identifier les risques et puis c'est les hypothèses qui sont prises sur des échelles de temps assez longues permettent de dire finalement d'asseoir la décision, qu'une décision, une orientation stratégique soit assise sur la base d'hypothèses assez dans lesquelles on peut avoir confiance, tout de moins. Alors, peut-être une question plus reliée à votre expérience personnelle. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous avez déjà été témoin de prises de décision qui vont peut-être au-delà du simple ajustement, qui découlent de l'analyse climatique qui a été faite? Et est-ce qu'on observe vraiment comment dire, que les sujets vulnérabilité et résilience sont embarqués à l'échelle stratégique, en fait. Si je fais Oui, bien. tout à fait. La question de savoir si, en fait, ce que je fais sert à quelque chose au final et si c'est utilisé, c'est une question, je vais être franc, qu'on se pose quand même tous les jours. Il serait quand même assez frustrant que de se dire que ce qu'on fait ne sert à rien, ce qui peut être le cas dans certains cas. Mais de plus en plus, on voit que les demandes d'analyse de risque climatique ne sont plus faites que pour du simple reporting. Ça existe toujours d'avoir une note et de pouvoir dire j'ai demandé à quelqu'un de faire une analyse de risque climatique, je coche la case et je passe à autre chose. Ça existe encore, mais on va de plus en plus vers des analyses qui sont utilisées, qui sont utilisables, qui sont, on l'espère, utiles. Moi, je travaille beaucoup avec le secteur de la finance, de l'adaptation du secteur financier, notamment en ce qui concerne les investissements dans le bâtiment ou dans les infrastructures. Et c'est vrai qu'on a maintenant de plus en plus de demandes de ce qu'on appelle des due diligence climatiques, qui sont donc en fait une brique supplémentaire d'information, d'aide à la prise de décision. Donc, c'est pas forcément que sur ça qu'on va prendre une décision, évidemment, mais c'est encore une fois, c'est une brique supplémentaire d'information qui s'ajoute à l'information financière, à l'information technique, à d'autres, potentiellement à d'autres méthodes d'analyse de risque techniques, industrielles, humains, financiers, notamment donc en pré-investissement, en pré-construction, mais aussi dans la gestion de réseaux existants. On a tout à fait ces demandes. On a par exemple, moi j'ai travaillé par exemple sur des analyses de l'impact, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, de l'impact de la hausse de température sur les demandes en chauffage dans le cadre d'un investissement dans un réseau de chaleur. Et on est allé jusqu'à challenger le business model qui avait été mis en place par l'institution financière qui voulait investir, hein, et on a pu en fait changer presque les rendements en fait, hein, et l'horizon de rentabilité de l'infrastructure en y ajoutant cette brique climat, et on voyait qu'il y avait clairement un impact. Ça n'a pas dans ce cas-là empêché l'investissement, tant mieux. On avait quand même une situation qui était optimiste, mais je pense que clairement dans cet exemple-là, si le climat avait pris le pas sur les autres facteurs, l'investisseur aurait clairement remis en cause la décision d'investissement. Donc, on voit qu'il commence à y avoir une utilité. C'est aussi le cas, comme je le disais, pour des réseaux existants. Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on améliore la planification à long terme, enfin qu'on mette encore plus d'attention, je dirais, sur la planification à long terme, notamment de la maintenance des réseaux existants. Et en ce qui concerne le climat, hein, c'est parfois des solutions d'adaptation assez lourdes, hein, des modifications structurelles de l'infrastructure qu'il va falloir mettre en place, on y reviendra tout à l'heure. Et ça se planifie notamment dans les grandes phases de travaux, les grandes phases d'interruption, je n'apprendrai rien à personne là-dedans. Ça se planifie aussi au moment potentiellement de changement de contrat de gestionnaire,
Et ça peut aussi être des critères en fait de renouvellement de contrat. Donc, pour planifier ça plusieurs années à l'avance, il faut effectivement se mettre au travail le plus vite possible. Et on a régulièrement des exemples de l'utilisation de nos travaux pour des prévisions de maintenance dans le futur. Peut-être un dernier exemple que je peux donner, qui est un exemple extrêmement récent avec un industriel qui réfléchissait à l'implantation d'un nouveau site de production. On vient de finir effectivement une analyse qui était notamment liée au risque d'inondation dans le futur. Et le premier retour qu'on a eu, c'est que le site que l'industriel favorisait dans sa réflexion technique et financière est en fait celui qu'on a identifié comme étant le plus à risque en termes de climat. Et il semble que cela fasse réfléchir l'industriel qui va revoir son modèle et qui va très certainement ne pas installer son site là où il l'aurait installé en temps normal sans nous demander au regard de l'information qu'on lui a fournie. Donc, on commence à avoir effectivement, on sert à quelque chose et on commence à avoir le sentiment que l'information qu'on donne, notamment encore une fois sur les infrastructures, parce que c'est palpable, c'est tangible, on comprend ce qui se passe. Ça l'est peut-être moins pour des activités, mais pour des infrastructures, ça l'est. On commence à avoir le sentiment que c'est vraiment pris en compte dans les prises de décision maintenant. Oui, et c'est extrêmement positif. On est contente de vous entendre sur ce sujet. Pour enchaîner, je vous propose de parler de stratégies d'adaptation et de solutions, des propositions vraiment qui sont faites. Et puis peut-être en repartant de la résilience et de ce qu'il s'agissait de démontrer quand on parle de résilience, peut-être une précision en préambule de cette partie. Quand on souhaite pousser la résilience d'un actif, est-ce qu'il s'agit au final de démontrer que l'actif pourra répondre à n'importe quelle contrainte ou à n'importe quel scénario qui surviendrait dans le futur, ou bien plus précisément de s'assurer que l'infrastructure pourra résister au scénario de température ou de conditions météorologiques le plus dégradé, et ce dès dès que la première pierre est posée ou dès que l'infrastructure rentre en exploitation. C'est une bonne question et une question complexe. Avant de répondre directement à la question, je vais juste remettre un tout petit peu de contexte, notamment sur ce qu'on appelle scénario, parce que scénario, ça peut vouloir dire beaucoup de choses encore une fois, selon le contexte et selon le point de vue qu'on prend. Quand on parle de scénarios climatiques, ce sont donc des scénarios qui sont liés aux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Vous avez peut-être entendu parler, les scénarios les plus récents s'appellent des scénarios RCP, qui sont en fait liés effectivement à l'impact de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur le climat, pour simplifier un petit peu. Donc il y a déjà un choix à faire en termes d'optimisme ou de pessimisme, en termes de prise de risque sur le choix du scénario climatique. Est-ce qu'on se met pour faire simple, dans un scénario type accord de Paris à plus 2 degrés, plus 1,5, plus 2 degrés, ou est-ce qu'on se met dans un scénario qu'on appellerait tendanciel, où on ne fait absolument aucun effort et où les émissions continuent d'augmenter de façon continue tout au long du XXIe siècle, qui nous emmène vers plus 5, potentiellement plus 6, plus 7 degrés au niveau mondial, d'après les derniers modèles. Donc il y a effectivement un choix à faire déjà en termes de scénario. Et encore une fois, avant de répondre à la question, je continue un tout petit peu sur ma lancée. Il y a aussi un choix à faire en termes de modèles climatiques. Les projections climatiques sont faites à partir de modèles climatiques qui sont générés dans les centres de recherche climatique et climatologique du monde. Il y a le centre de recherche de Météo France, par exemple, en France, mais il y en a une vingtaine, je pense, dans le monde. Donc, quand on prend à peu près tout, il y a entre 60 et 100 modèles climatiques disponibles. Chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Certains modèles sont plus optimistes que d'autres, certains modèles sont plus pessimistes que d'autres. Donc, au-delà même du choix d'un scénario climatique, on va aussi avoir un intervalle de résultats qui va dépendre des différents modèles. Donc, l'idéal, évidemment, est d'étudier plusieurs scénarios et, à minima, d'étudier plusieurs modèles climatiques pour avoir au moins une idée de l'incertitude, en l'état actuel des connaissances, de ce qui va arriver. Maintenant, ce qu'on fait de cette information, ce qu'on fait de cet intervalle d'information, ça dépend presque, je vais dire de son caractère, en tout cas du niveau de risque qu'on veut prendre. Et on peut tout à fait avoir une vision médiane et se dire qu'on va prendre un scénario médian ou une médiane des modèles climatiques pour avoir une idée potentiellement de la situation la plus probable dans le futur, par exemple, ou vraiment de travailler en termes de probabilité et de regarder non pas le médian, mais ce qui est le plus probable.
On peut aussi avoir l'idée de se dire, je vais regarder le scénario du pire, et donc je vais regarder le scénario le plus pessimiste et le modèle le plus pessimiste. En fait, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et le choix de ce qu'on fait, il peut être aussi dicté par autre chose, au-delà de l'utilité, de l'usage qu'on veut faire de cette information. Il dépend aussi parfois du type d'aléa qu'on va étudier. L'idée de se dire, est-ce qu'un actif, pour être résilient, doit résister au pire ou est-ce qu'il doit résister aux conditions normales, ça dépend un petit peu. J'ai envie de dire les deux, hein, évidemment. Quand on regarde les aléas climatiques, il y a deux types d'aléas principaux. Les aléas dits chroniques ou les risques dits chroniques, l'évolution de la température et l'augmentation moyenne des dépenses en climatisation, par exemple, ou la baisse moyenne des ressources en eau, ce sont des aléas et des risques dits chroniques, puisqu'on va avoir en fait une sorte de baisse ou d'augmentation qui n'est pas linéaire, mais qui est relativement continue, qui suit la tendance du changement climatique. À côté de ça, il y a aussi des risques dits aigus qui sont liés aux tempêtes, aux inondations, aux vagues de chaleur, à des événements extrêmes en fait. Et il faut que l'actif soit capable de fonctionner dans les nouvelles conditions normales, donc de fonctionner et donc d'être résilient aux aléas dits chroniques, mais qu'il soit aussi capable de résister aux événements extrêmes et donc d'être résilient face aux aléas, en fait, face aux risques aigus. Donc en fait, en fonction de ce qu'on étudie, on peut avoir tendance à être alors optimiste, je n'irai peut-être pas jusque-là. J'ai rarement conseillé d'utiliser le scénario plus optimiste, mais on peut avoir une envie d'avoir le scénario le plus probable, d'avoir le scénario le plus pessimiste, le plus risqué, ou d'avoir clairement une idée du minimum et du maximum de ce à quoi on peut s'attendre. Tout peut être envisageable en fonction, encore une fois, de l'usage qu'on veut faire de l'information. Et parlons justement usage de l'information. Donc, vous avez cité deux types de risques, risques chroniques et puis les risques élus, si je ne me trompe pas, qui là font référence à des événements plus extrêmes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de choses qui ont pu mettre en place pour améliorer la résilience de l'infrastructure et ou alors plus largement de stratégies d'adaptation qui ont pu marcher ou qui ont pu être mis en avant? Évidemment, une fois qu'on a parlé du problème, on a envie de savoir ce qu'on peut faire contre ça et de parler un petit peu des solutions. Il y a beaucoup de mesures d'adaptation qui sont disponibles. J'ai disponible, pas forcément facilement implémentables ou pas facilement faisables techniquement ou économiquement, mais qui sont disponibles, on va dire, sur le papier. Et ces solutions, on peut les catégoriser en différentes classes, on va dire. Il y a des mesures qui sont évidentes, des mesures où on n'a effectivement rien à perdre, des mesures gagnantes, qui font gagner un petit peu sur tous les tableaux, que ça améliore la résilience climatique ou pas. Quand on pense par exemple à l'isolation d'un bâtiment, on va d'une part limiter la vulnérabilité du bâtiment à de futures vagues de chaleur, et en même temps, sur un sujet qui est indépendant du changement climatique, on va aussi baisser sa consommation énergétique. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour s'adapter à un climat changeant, mais qui vont avoir des co-bénéfices énergétiques ou en termes autres, hein, de biodiversité, de qualité de l'air, de choses comme ça, et qui font que, effectivement, autant mettre ça en place, parce que climat ou pas climat, on va être gagnant. Il y a des mesures qui sont extrêmement simples à mettre en place, qui sont peut-être pas forcément les plus efficaces, mais qui ne coûtent rien ou très peu, par lesquelles on peut commencer, on va dire. C'est notamment tout ce qui est lié à la pédagogie, tout ce qui est lié à la formation, à la montée en compétences, tout ce qui est lié à l'étude. Le simple fait de faire une étude de risque climatique va coûter un petit peu d'argent, en général très très peu au regard du coût de maintenance, de construction ou d'investissement dans une infrastructure. Hein. C'est en général, voilà, on parle de choses qui sont largement en dessous du pourcent en termes de coût de l'étude. C'est des mesures qui effectivement sont sans regret. Dans le meilleur des cas, l'étude nous dit qu'il n'y a aucun risque climatique et ça nous amène une certitude supplémentaire. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun regret à faire des études. Et je parlais de pédagogie et de formation, c'est aussi des mesures qui sont sans regret, j'ai envie de dire. On est vraiment sur un sujet relativement complexe. Travailler, investir dans la montée en compétences des collaborateurs, collaboratrices, de tous ceux et celles qui vont être impliqués sur la construction, la gestion et même l'utilisation d'une infrastructure, c'est aussi des mesures qui vont indirectement limiter la vulnérabilité d'une infrastructure parce que les utilisateurs et utilisatrices seront conscients des vulnérabilités, conscients de la façon d'utiliser au mieux l'infrastructure pour limiter les risques. Donc, ça fait partie aussi de ces mesures qui sont très facilement implémentables. Et évidemment, ce qui a en général le plus d'impact
sur la résilience d'une infrastructure, c'est des mesures qui sont plus conséquentes, qui impliquent soit des modifications structurelles en termes de conception de l'infrastructure, des travaux importants qui, dans l'absolu, coûtent très souvent plus cher, sont plus compliqués à mettre en place, qu'il faut planifier à l'avance. Tout à l'heure, quand je parlais des différents types d'outils, hein, c'est effectivement pour mettre en place des mesures aussi conséquentes que ça, un screening très général des risques sur une infrastructure ne va pas suffire. C'est typiquement pour ce genre de mesures, pour sélectionner, quantifier et valider ce type de mesures conséquentes de la conception ou de la maintenance des infrastructures, il faut faire une analyse très détaillée. Si je prends des exemples, c'est regarder la variation des débits des cours d'eau qui passent dans les buses sous une section autoroutière, par exemple, avec potentiellement des redimensionnements de buses hydrauliques. C'est des infrastructures, des investissements qui sont conséquents, mais qui peuvent être extrêmement importants et vitaux. Et la façon de faire pour cela, parce qu'on ne peut évidemment pas tout changer en un claquement de doigts, c'est encore une fois de raisonner en termes de hiérarchisation des risques, d'identifier les points les plus à risque, les points les plus chauds au sens vulgaire du terme, hein, les points pour lesquels les risques climatiques sont les plus importants, et ce sur tout un type d'aléas. On va voir sur une section d'autoroute, sur un réseau ferroviaire, sur un aéroport, on va avoir des risques liés aux températures, aux précipitations, aux sécheresses, qui peuvent être complètement indépendants les uns des autres. Et donc, il faut vraiment étudier les risques à chacun des aléas et mettre en place des solutions d'adaptation qui sont personnalisées à chaque type d'aléa. On n'aura pas une solution en général qui va nous permettre de résoudre le problème de la hausse des températures et celui de la hausse ou de la baisse des précipitations. Donc, on va avoir des solutions qui sont extrêmement techniques. Et c'est là qu'il faut que les techniciens de l'infrastructure et les techniciens du climat travaillent ensemble, et j'ai presque envie de dire avec les techniciens de la finance aussi. Hein. Il faut que le financier, le concepteur et le scientifique travaillent ensemble pour générer une information qui est la plus utile possible, qui est utilisable pour la mise en place de ces solutions. Et pour ça, il faut forcément y passer un petit peu plus de temps. Donc, c'est des choses comme, donc je parlais du redimensionnement de réseaux hydrauliques. Ça peut être des modifications des plages de fonctionnement, hein, avec des modifications horaires des plages de fonctionnement, des changements dans la fréquence des décollages, des atterrissages pour un aéroport, des choses comme ça, des élargissements de routes pour limiter le trafic routier sur les différentes voies. Donc, en général, ce sont des choses un peu plus lourdes, et c'est vraiment sur ça qu'il faut mettre qu'il faut appuyer en fait, puisque ce sont des choses qui sont compliqué à mettre en place et qu'il faut planifier bien à l'avance. Donc, c'est en ça qu'il faut démarrer l'analyse de risque climatique le plus tôt possible. Oui, on se rend compte qu'il y a de très nombreuses solutions à proposer, mais à chaque projet de trouver sa solution. Et on se doute bien que les solutions sont très très spécifiques. Mais déjà, quelques exemples de ce qui peut être mis en place. Et puis aussi, on se rend compte que l'analyse climat, c'est intrinsèquement lié à d'autres thématiques. Donc, la conception, design aussi. L'ensemble des sujets du due diligence. Donc en replaçant le climat à sa juste place. Merci beaucoup Florian. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces ouvertures de solutions, mais du moins pour cette fois, parce qu'on se rend compte que le sujet est extrêmement vaste. Je sais que ça vous tient énormément à cœur de partager vos expériences et de faire vivre cette discipline. Peut-être que je vous laisse le mot de la fin. Et puis moi, personnellement, je vous remercie au nom de l'association et puis Infravenir et puis de nos adhérents et des auditeurs qui nous regardent. C'était extrêmement instructif. Merci Magali. Je me permets 2 mots de la fin, si vous me laissez, on va dire 1 minute de plus. La première chose, c'est qu'on a parlé énormément d'adaptation. Hein. On a parlé un tout petit peu de trajectoire d'émission. On a parlé d'adaptation. Quand on parle des solutions, il faut aussi ne pas être idiot. Hein. Et il faut éviter que, ce qui peut être le cas parfois, hein, que l'adaptation et l'atténuation du changement climatique entrent en collision, j'ai envie de dire. Je prends un exemple très simple. Le fait d'émettre des climatiseurs partout, c'est une solution d'adaptation très simple pour limiter les problématiques de vagues de chaleur à l'intérieur, mais c'est une solution dramatique en ce qui concerne l'accentuation du changement climatique. Donc, il faut forcément aller un petit peu plus loin que l'adaptation et s'assurer que les solutions qu'on met en place
n'ont pas, ça paraît évident, mais c'est toujours bon à rappeler, hein, n'ont pas d'impact négatif sur le changement climatique lui-même ou sur l'environnement général de l'infrastructure en termes de biodiversité, de ressources en eau. C'était le premier point. Le deuxième point, qui sera le vrai mot de la fin, c'est que, je l'ai dit, j'insiste vraiment sur ce point, c'est un sujet complexe pour tout le monde, hein. Les infrastructures sont un sujet complexe pour les climatologues, le climat est un sujet complexe pour les infrastructures, tout est un sujet complexe pour la finance est un sujet complexe pour le reste. Donc il faut vraiment qu'on apprenne tous à travailler ensemble, les différents acteurs du monde de l'infrastructure. Et aussi, j'encourage tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à continuer cette montée en compétence sur tous ces sujets. Le but n'est pas de devenir un expert en climat dans les 6 mois à venir, ce n'est pas votre métier, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, mais de se construire une sorte de base de connaissances. Il y a énormément de choses qui sont disponibles, hein, et j'ose espérer que ces quelques minutes ensemble auront aussi servi à ça, mais de se construire une base de connaissances, ne serait-ce que pour être capable de comprendre, d'utiliser, voire de challenger l'information qui est fournie dans une analyse de risque climatique, c'est, je pense, la première solution d'adaptation, on va dire, à mettre en place de votre côté. Je me tais. Absolument. Et puis, chemin qu'on s'emploiera tous à suivre. Merci infiniment encore d'avoir passé ces quelques temps avec nous. Et puis, finalement, vous faites une ouverture fantastique vers un prochain web talk ou atelier dédié peut-être à l'atténuation. Plus. Voilà. Nous Merci l'espérons beaucoup, avec Magali. Carbone 4. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci aussi aux auditeurs et à vous qui nous avez écoutés pendant ces quelques minutes. À bientôt. Au revoir.